Ayant été banquier d'affaires pendant plus de 30 ans, je souhaite vous donner mon point de vue personnel sur les fusions et acquisitions. Le grand défi est de savoir comment diable enseignez-vous quelque chose comme les fusions et acquisitions, car c'est un sujet tellement complexe, un processus complexe. C'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été écrit dans un manuel. La réponse simple est que vous ne pouvez vraiment l'enseigner qu'à partir de l'expérience. Donc, vous voulez savoir que la personne qui partage son expérience avec vous l'a effectivement fait, a reçu le t-shirt pour ainsi dire. C'est bien beau d'avoir passé quelques années dans une banque d'investissement en tant qu'analyste, mais alors vous êtes vraiment une sorte d'observateur du processus. Vous ne le faites pas réellement. Vous n'êtes pas le directeur principal qui dirige le processus et prend les décisions. Il n'y a pas de raccourci pour acquérir cette expertise. Vous devez réellement travailler sur des offres et vous devez avoir cette expérience. Mais après avoir fait cela pendant 30 ans, j'ai maintenant la cinquantaine. J'aime vraiment partager cette expérience avec vous et je veux aussi vous donner mon point de vue sur ce que c'est que d'être impliqué dans les fusions et acquisitions. Je suppose que le point de départ est vraiment le cycle économique. Si vous pensez que chaque entreprise a un cycle de vie, que le marché regorge de ces entreprises qui ont toutes leur propre cycle de vie, il s'agit essentiellement de créer de la valeur. Les entrepreneurs créent des entreprises parce qu'ils veulent construire quelque chose et qu'ils veulent gagner de l'argent. Ces entreprises doivent se développer. Pour grandir, elles ont besoin de capitaux et parfois elles doivent faire des acquisitions. Ensuite, en fin de compte, les entrepreneurs auront besoin d'une forme de sortie, qu'elle soit partielle. Il s'agit peut-être d'une introduction en bourse et ils vendent une partie de leur participation et conservent toujours un intérêt ou une sortie complète et ils vendent l'entreprise à quelqu'un d'autre. Mais sans cela, Maybe it's an IPO and they sell some of their stake and still retain an interest, or a complete exit and they sell the company to somebody else. But without that, they ne peuvent pas réaliser de valeur pour eux-mêmes. Vous avez donc ici un système dans lequel les entrepreneurs sont occupés à créer des entreprises, mais ils ont besoin d'avoir accès à des capitaux. En fin de compte, ils doivent pouvoir extraire leur capital et c'est vraiment là que les fusions et acquisitions entrent en jeu. Donc, si vous commencez avec le cycle de vie d'une entreprise, vous avez une start-up et la start-up invente un produit et le conçoit et fait toute la R&D. Ensuite, il va et trouve un client. Maintenant, un client achète un produit. Ce n'est pas vraiment une preuve. Si beaucoup de clients achètent le produit, alors vous avez un marché. L'entreprise est donc en pleine croissance. Au début, ils ont besoin d'avoir accès au capital. Il faut donc investir du capital. Il est très difficile de démarrer une entreprise à partir de zéro absolu sans aucun capital externe. Une fois que l'entreprise est établie, elle a un groupe de clients, elle doit se développer et faire évoluer cette entreprise. Once the business is established, it's got a group of customers, it needs to grow and it needs to scale that business. Encore une fois, si vous développez une entreprise, alors ce qui se passe avant que vous ne receviez réellement de l'argent, c'est en fait que cela aspire de l'argent parce que vous devez acheter des matériaux, vous devez payer les gens et vous devez faire tout cela avant de pouvoir vendre un produit ou un service pour récupérer l'argent. Elle a donc besoin d'un fonds de roulement. Maintenant, à un moment donné, il doit considérer comment il va sortir, comment les entrepreneurs, les actionnaires vont parvenir à une sortie et cela pourrait être par une vente et une introduction en bourse ou un rachat. Et dans le cadre du processus de croissance, ils peuvent avoir besoin de faire une acquisition. La société peut fusionner avec une autre société. Les fusions et acquisitions couvrent tout, mais elles incluent également une vente d'entreprise car vous pouvez avoir une acquisition. Mais l'autre côté d'une acquisition n'est pas le côté vente. Je vais également vous expliquer cela. Les fusions et acquisitions incluent également les sorties d'entreprise. Les introductions en bourse sont des expertises différentes. IPOs are a different expertise. C'est là que vous devez avoir beaucoup de connaissances détaillées sur les règles d'inscription sur votre marché et vous devez être en mesure de suivre tout le processus et la documentation pour le faire. J'ai fait des cotations sur le marché londonien, mais probablement pas depuis environ 20 ans, mais c'est une compétence différente et c'est normalement à moi de gérer tout le travail détaillé qui est normalement géré par un courtier plutôt que par un banquier d'affaires.
Alors quelles sont les étapes clés en tant que conseiller? Eh bien, fondamentalement, vous devez donner des conseils stratégiques à l'entreprise. Vous devez vous embarquer et comprendre ce qu'ils essaient de réaliser, puis être en mesure de les conseiller à partir de votre expérience du marché et du secteur sur ce qu'ils veulent faire. Inévitablement, ils voudront lever des capitaux à un moment donné, par exemple par le biais d'une introduction en bourse, mais au début, il est beaucoup plus probable que ce soit auprès d'investisseurs privés ou institutionnels en capital investissement ou en capital risque. L'entreprise peut très bien souhaiter ou avoir besoin de faire des acquisitions. Vous devrez donc les aider côté achat pour trouver des entreprises à acheter, puis organiser tout cela et obtenir le financement pour cela. Et puis, du point de vue des ventes, vous devez les aider à réaliser leur investissement et cela peut être par une sortie complète ou en travaillant avec un courtier pour réaliser une introduction en bourse. Examinons quelques-uns des acteurs du marché dans l'écosystème des fusions et acquisitions. Je ne vais pas vraiment appuyer l'accent mis sur les entreprises. Évidemment, les entreprises sont au cœur de l'écosystème, mais du point de vue du conseil, du point de vue des acteurs des fusions et acquisitions qui font avancer le processus, vous avez les banques d'investissement, qui peuvent ou non avoir une fonction de courtage en actions. À l'intérieur d'eux, autrefois, ces deux fonctions étaient vraiment séparées, à partir de la fin des années 1980, ce qui peut vous sembler être de l'histoire ancienne mais pas pour moi. Ensuite, ceux-ci sont devenus beaucoup plus intégrés. Vous avez donc les cabinets de comptabilité et d'audit des banques d'investissement qui gèrent vraiment la diligence raisonnable financière et le côté comptable des transactions. Vous avez les avocats qui gèrent la diligence raisonnable juridique sur la documentation des transactions, puis vous avez les cabinets de conseil qui peuvent ou peuvent ne pas être impliqués. Plus l'entreprise cliente est grande, plus elle est susceptible d'être impliquée. Ils sont très utiles d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de la diligence raisonnable et aussi d'un point de vue international. Point de vue parce qu'ils ont souvent des bureaux internationaux. Si vous êtes un conseiller en banque d'investissement, vous devez vraiment avoir une orientation sectorielle. C'est un marché trop vaste à moins que vous n'opériez vraiment à un tout petit bout pour être un généraliste de nos jours. C'est mon point de vue ferme. Je me concentre donc sur le secteur tech. Vous devez comprendre votre secteur, qui sont les acteurs, quels sont les différents sous-secteurs, comment le secteur technologique est structuré et organisé. Quelles sont les tendances? Quel est le moteur de la croissance du secteur? Quelles technologies sont nouvelles? Quelles sont les réglementations à venir? Quels sont les acteurs majeurs? Qu'est-ce qui est chaud? Dans quoi les gens veulent-ils investir? Ensuite, vous devez avoir une bonne compréhension de la façon dont vous évaluez les entreprises du secteur. Différents secteurs ont des mesures et des techniques d'évaluation différentes, car la manière d'évaluer une société immobilière est très différente de celle d'une start-up technologique. Regardons le secteur, concentrons-nous un peu plus en détail. Vous devez comprendre le paysage et l'écosystème de l'entreprise. Alors qui sont les acteurs du marché? Vous devez savoir qui sont les leaders du marché. Vous avez besoin de savoir quelles sont les entreprises en croissance, qui sont les disrupteurs, qui sont les cibles, quelles sont les entreprises qui vont pouvoir être vues comme des cibles d'acquisition pour vos clients. Et, bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quelle entreprise détenue par une société de capital investissement ou une société de capital risque sur cette liste. Vous devez connaître la propriété des entreprises. Les entreprises publiques sont très faciles, mais identifiez les entreprises privées, selon le marché géographique dans lequel vous vous trouvez. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont relativement faciles. Sur certains marchés européens, les informations sur la propriété sont plus confidentielles. Vous devez également savoir qui sont tous les acteurs du capital risque et du capital investissement sur le marché et quelles entreprises ils possèdent et quand ils les ont achetées et donc quand ils sont susceptibles d'en sortir. Des entreprises présentes sur le marché. Vous devez avoir une certaine compréhension. Sont-elles des entreprises en croissance ou sont-elles des cibles? Il suffit de regarder leur histoire récente pour voir dans lequel de ces groupes ils appartiennent. Si vous êtes un conseiller, vous devez également avoir une bonne idée de l'historique des transactions dans le secteur. Qui a fait quoi dans le passé et c'est en observant qui fait quoi à qui. Alors vous pouvez commencer à identifier les opportunités possibles d'un point de vue consultatif. Mais c'est un tableau complexe parce qu'il y a des entreprises qui lèvent des fonds tout le temps. Il y a des entreprises qui démarrent tout le temps. Il y a des entreprises qui font des acquisitions tout le temps. Et il y a des entreprises qui sortent tout le temps. Et si une entreprise passe d'une société privée à une société publique par le biais d'une introduction en bourse, elle dispose désormais de capitaux propres cotés en bourse qu'elle peut utiliser pour des acquisitions. Donc, dans un sens, ils ont atteint une sortie mais ils se sont transformés en un type.
metamorphosed into a type of company. D'entreprises qu'ils peuvent maintenant continuer et devenir un client d'acquisition. Vous devez comprendre qui finance les entreprises parce que vous devez savoir que les entreprises sont finançables. Vous devez également avoir une bonne perspective nationale et internationale, car il ne suffit plus de comprendre ce qui se passe sur votre marché. Vous devez savoir quelles entreprises viennent de l'étranger pour entrer sur votre marché ou vous devez avoir une perspective sur les entreprises de votre marché qui souhaitent aller à l'étranger et, idéalement, vous les aider dans les deux cas. En tant que conseiller, quelle est la question clé? Eh bien, la question clé est de savoir pourquoi devrait-il vous embaucher et vous avez le problème IBM, car personne n'a jamais été licencié pour avoir acheté chez IBM. Ainsi, les clients ont tendance à se précipiter vers les grandes entreprises qui peuvent ou non les accepter. Mais dans un sens, si vous n'êtes pas dans une très grande entreprise, vous devez être en mesure de définir très clairement votre position concurrentielle pour démontrer pourquoi ils devraient vous embaucher. Il vous faut donc un historique. Vous devez avoir fait des affaires. Vous devez être en mesure de démontrer votre expertise, à la fois dans le processus M&A mais aussi dans le secteur. Vous devez être en mesure de créer des offres. Vous devez être capable de réfléchir et de proposer de bonnes idées sur les entreprises qui pourraient être acquises par vos clients. Et, bien sûr, vous devez être très clair sur la façon dont vous allez être payé, si vous prenez un acompte, si vous travaillerez ou non uniquement sur la base du succès. Si vous êtes payé pour 246 11,5 centimes pour être très clair sur vos termes et conditions d'affaires étapes. Quoi qu'il en soit, donc, vous avez besoin. Si vous prenez ensuite cette position et dites, OK, je dois identifier des clients potentiels. Je suis donc maintenant le conseiller en placement et je pense à mon propre marketing pour ma propre entreprise. Je dois donc être en mesure d'identifier les acheteurs. J'ai besoin d'avoir des relations et des contacts avec les vendeurs. J'ai besoin de connaître tous les investisseurs financiers clés de mon secteur. Vous devez savoir qui fait des affaires. Qui a de l'argent. Quelles entreprises ont l'argent pour faire des affaires. Et, surtout, vous devez établir des relations avec les décideurs. Parlons donc de certaines des compétences générales. De toute évidence, vous devez avoir une bonne compréhension du processus de fusion et acquisition et vous devez faire la différence entre le côté achat et le côté vente. Donc, si vous êtes du côté acheteur, vous agissez pour un client qui souhaite faire une acquisition. Si vous êtes du côté vendeur, vous agissez pour un client qui souhaite vendre son entreprise, à l'opposé de l'acquéreur. Il faut savoir pitcher. Vous devez lire aller sur le marché et vous présenter et persuader un client de vous embaucher. Vous devez avoir des conditions d'engagement très claires pour votre client, normalement sous la forme d'une lettre d'engagement détaillée qui peut s'étendre sur plusieurs pages et souvent plusieurs pages d'annexes supplémentaires avec le contenu de la plaque passe-partout. Vous devez donc être en mesure de vous présenter ainsi que vos termes et conditions très clairement. So you need to be able to present yourself and your terms and conditions very clearly. Parlons maintenant des processus côté acheteur. Essentiellement, j'ai maintenant été embauché par un client pour faire une acquisition pour ce client. Donc, la première chose que je dois faire est d'examiner le secteur et d'identifier les cibles pour ce client. Ces cibles doivent être disponibles. C'est bien beau d'avoir un exercice sur papier identifiant une longue liste de cibles, mais à moins que vous ne sachiez réellement que le conseil d'administration de cette société est prêt à envisager une vente maintenant. Il ne sert à rien de leur parler maintenant s'ils parlent d'une vente dans 2 ans. Ensuite, vous devez être en mesure de faire une démarche au nom de votre client pour voir s'il est prêt à avoir une discussion. Cela conduit, assez logiquement, à des discussions initiales entre les parties, qui peuvent d'abord impliquer ou non votre client et la divulgation de son nom. Vous pouvez le faire sur une base anonyme pour commencer. Vous devrez arriver à un point de vue, puis vous mettre d'accord sur la valeur et l'évaluation. Vous avez donc besoin, en tant que conseiller pour valoriser l'entreprise. Puis vous devrez partager cette vue avec votre client. Ensuite, nous proposons cette valeur, dans le cadre du prix d'acquisition, à l'entreprise cible. Cela conduit inévitablement à des négociations. Cela conduit au dépôt d'une lettre d'intention qui énonce les termes clés qui sont négociés puis convenus. Une fois que cette lettre d'intention est convenue, il y a une phase de diligence raisonnable où vous envoyez les avocats, les comptables, les consultants en gestion et toute autre personne que vous voulez, affaires sur la santé environnementale, les RH, quoi que ce soit, pour aller vérifier que tout va bien. Qu'il n'y a pas de squelette caché dans le placard de l'entreprise que vous souhaitez acheter et que finalement vous réglez tout, vous finalisez les termes, vous rédigez le contrat de vente et d'achat, puis vous acceptez l'accord. Du côté de la vente, c'est un processus légèrement différent.
La dernière partie reflète la B. Mais du côté de la vente, vous devez aller présenter au client et the last part of it, it mirrors the first part, but from a sell side, you need to go and pitch to the client. persuadez-les que vous êtes compétent pour gérer la vente de leur entreprise. Vous devrez donc leur donner une idée, de votre point de vue, de la valorisation et des principales conditions de sortie qui, selon vous, conviendront à leur entreprise. Vous voudrez également savoir d'eux quelles sont leurs principales conditions de sortie. La direction veut-elle rester ou veut-elle partir? Vous devez identifier l'univers des acquéreurs potentiels, comprendre leur stratégie et leur logique. Ce que vous recherchez, c'est l'acquéreur qui souhaite payer une prime stratégique pour votre client et, par conséquent, vous obtenez un prix de sortie plus élevé que vous ne l'auriez fait autrement. Vous devrez mettre en place la salle de données. Il s'agit de la collecte de données qui est utilisée dans le processus de diligence raisonnable. C'est une collection assez complexe de documentation commerciale, qui sera supervisée par des comptables, mais en fin de compte, vous êtes responsable en tant que conseiller en banque d'investissement de vous assurer que tout est mis en place. Ensuite, vous devrez commercialiser l'entreprise. Vous pouvez le faire comme un coup de fusil en approchant seulement un ou deux acheteurs potentiels ou vous pouvez organiser une vente aux enchères de grande envergure et approcher un large éventail d'acheteurs potentiels. Peut-être initialement sur une base anonyme, avec seulement un teaser d'une ou deux pages sur l'accord. Ensuite, vous aurez besoin d'un mémorandum d'information sur l'entreprise, dans le cadre de vos supports marketing. Une fois que l'acheteur potentiel a manifesté son intérêt, il signe une lettre de confidentialité, puis vous lui fournissez le mémorandum d'information, qui est probablement un livre de 30 ou 40 pages sur l'entreprise, ce qui l'aide à déterminer s'il souhaite faire une offre. Il y aura des négociations et des discussions, puis vous recevrez une offre ou des offres. Ces offres doivent être négociées et finalement les chefs de conditions. D'accord avec un seul acheteur. Vous négociez peut-être plusieurs heads of terms en même temps, mais vous ne voulez vraiment vous inscrire qu'avec un seul. Cela conduit ensuite à la diligence raisonnable, qui conduit à la documentation finale, au contrat de vente et d'achat, à la clôture et à l'argent change de main. C'est donc le revers de la médaille. En tant que conseiller, en tant que banquier d'affaires dans ce processus, vous avez besoin de beaucoup de compétences et d'expérience. Ce n'est pas un exercice simple et unique. C'est un processus très complexe et cela dépend de beaucoup d'expérience. Vous devez avoir un réseau et des relations dans votre secteur et parmi tous les investisseurs financiers et probablement dans d'autres banques d'investissement également. Vous avez besoin d'un bilan et vous devez être en mesure de démontrer votre intégrité, car la confidentialité et la confiance sont si importantes. Vous devez être capable de présenter vos services, vos capacités et de vous vendre aux clients. Vous devez savoir comment commercialiser leurs entreprises auprès de potentiels acheteurs sur le marché. Vous avez donc également besoin de compétences en marketing. Vous devez maîtriser et comprendre toute la documentation impliquée. Vous n'en écrivez peut-être pas beaucoup, mais vous voudrez certainement être en mesure de dire si la formulation et le poids des paragraphes et le contenu des documents détaillés sont corrects et sont en faveur de vos clients. C'est quelque chose que vous ne pouvez vraiment acquérir qu'avec l'expérience. Vous devez ensuite être bien organisé et être capable de gérer le processus de transaction, car c'est votre rôle principal, le mener jusqu'au bout. Cela signifie assurer le suivi des réunions, organiser les ordres du jour, s'assurer que les mesures d'action sont prises, s'assurer que le processus suit le calendrier que vous avez établi. Bien sûr, vous avez besoin de compétences en négociation car vous êtes le négociateur principal de votre client et vous devez le conseiller sur la meilleure façon de négocier l'accord et de conclure l'accord. Voilà donc mon point de vue personnel sur les fusions. So that's my personal perspective on mergers and acquisitions. Et acquisition. Il est basé sur plus de 30 ans d'expérience. Je sais que cette vidéo a été assez longue, mais je veux partager cette expérience personnelle avec vous, pour vous donner la confiance que j'ai, une compréhension détaillée du processus de fusion et acquisition que je suis ravi de partager avec vous.